Chapitre 6. Sur le toit. L'ardoise humide brillait d'un noir étincelant. Assis sur le faîte du toit de l'internat, Hélène et Milos se serraient dans leurs manteaux et contemplaient la petite ville. Elle sommeillait entre le fleuve couleur d'acier et les collines sombres du nord. « Dieu, qu'elle est belle !» disait Hélène. « Tu t'y es déjà promenée ?»« Chaque fois que j'accompagne un camarade chez sa consoleuse, » répondit Milos. « Je ne vais jamais à la bibliothèque, je n'aime pas trop lire. Ça m'endort. Alors je redescends, je passe le pont et je vais en ville. Les trois quarts des garçons font ça. »« Et si tu te fais prendre ?»« Je ne me fais jamais prendre, je te l'ai déjà dit. Regarde là-bas, d'où montent ces fumées presque violettes. C'est le bas quartier, celui des tavernes et des voyous. On y va pour boire et se battre. Tu me fais peur. Tu y es déjà allé ?» Milos éclata de rire. « Je le traverse, mais rassure-toi, je ne bois jamais. Et je ne me bats pas non plus. Enfin, pas dans les tavernes. Ah, c'est vrai, tu fais de la lutte, c'est ça ? De la lutte gréco-romaine. C'est comment ? Comme la lutte libre, sauf qu'on n'a pas le droit de saisir son adversaire aux jambes, ni de frapper, ni de mordre, ni d'étrangler. Ah, et le but du jeu, c'est quoi alors ? Renverser l'autre en l'attaquant par le haut du corps seulement et lui faire toucher les épaules au sol. Ça s'appelle un tombé. C'est primaire. Je suis primaire. Je ne te crois pas. Et tu es fort en lutte gréco-romaine ? Ça va. Le plus fort de l'internat ? Je pense, oui. Milos disait cela sans forfanterie. Hélène le lui demandait et il répondait la vérité, c'est tout. Elle en fut impressionnée. Elle éprouva une fois de plus le sentiment qu'elle ne risquait rien aux côtés de ce garçon aux mains larges et presque inconnu d'elle. Ils levèrent les yeux. Les étoiles innombrables semblaient brûler d'une énergie particulière. Leur lumière étincelante, silencieuse et lointaine, emplissait le ciel glacé. Hélène frissonna. « Tu as froid ? Tu veux qu'on rentre ?»« Pas avant que tu m'aies dit ce que tu dois me dire, Milos, tu me l'as promis. » Il hésita un peu. Un chat pointa sa tête derrière une cheminée, les observa un instant, surpris de trouver deux êtres humains en cet endroit, puis il s'éloigna de sa démarche souple. « On fait de drôles d'oiseaux sur notre toit, tous les deux. »« Raconte-moi, Milos. »« D'accord, tu es prête ? » ?»« Je suis prête. » Alors voilà, commençons par le début. Ça se passe au printemps dernier. Un nouveau arrive à l'internat, un drôle de type, 17 ans environ, taille supérieure à la moyenne, mais rablé tout de même. Des épaules de déménageur, une longue tête épaisse, le pouce de la main droite complètement tordu, le nez enfoncé, des cicatrices sur les bras, les mains, les cheveux en épis. Bref, le genre dur au mal dont je me méfierais beaucoup en lutte. Dès le premier soir, dans la cour, il s'avance vers nous et s'adresse à Bart, avec un peu d'hésitation. « Il paraît que c'est toi, Bartholoméo Casal ?» Bart le regarde en face et lui répond que oui, c'est lui. Je me demande un instant si le gars va se jeter sur Bart et le rosser. Mais non. Il ouvre une bouche immense, se prend le visage dans les mains et répète en gémissant « J'y crois pas !» Il a l'air tellement bouleversé qu'on l'entraîne dans un coin de la cour pour ne pas se faire repérer. « Eh ben, tu peux te vanter de m'avoir fait courir, dit le gars. 3 ans que je te cherche. 3 ans que je me fais renvoyer exprès de tous les internats pour te dénicher. J'en ai fait des cachots. J'en ai pris des volets. Regarde ma gueule. » Il en suffoque d'émotion. Il sort un mouchoir sale de sa poche, pleure dedans, se mouche. « Explique-toi, lui dit Bart. On n'y comprend rien à ton histoire. Qui es-tu d'abord ? Ben, je suis un bourrin, il répond. Un quoi ? Un bourrin. Vous savez pas ce que c'est ? Je suis un de ces types qui se font cogner et tabasser pour des artistes dans ton genre. On nous dit qu'il faut livrer un courrier, alors on y livre. Même si ça doit prendre 10 ans et que le bonhomme est introuvable. On est prêt à en prendre plein la figure pour ça. Mais attention, pas pour n'importe qui, pas pour ces salauds de la phalange. Mon père a jamais pu les blairer et moi c'est pareil. Oh, dire que c'est moi qui te trouve, j'arrive pas à y croire. Tu me jures que t'es bien Bartholoméo Casal ? Je te le jure, répond Bart, qui a plutôt envie de rire maintenant. Et pourquoi tu me cherches ? Je viens de te le dire, s'énerve le gars. T'es dur d'oreille ou quoi ? J'ai du courrier pour toi. Elle est dans la doublure de ma veste. Ta putain de lettre. 12 ans qu'elle se promène dans nos doublures. Je suis le 4e bourrin à la traîner avec moi. Coudre, découdre, chaque fois que je change de veste ou de manteau. Ras-le-bol. Je suis bourrin, moi, pas couturière. T'as vu mes mains ? Bon, je vais aux toilettes et je te la donne. Attends-moi ici. Bart et moi, on se regarde stupéfaits. Au bout d'une minute, le gars est de retour. Merci, dit Bart, en glissant dans sa poche l'enveloppe, en lambeaux. Comment tu t'appelles, au fait ? Je m'appelle Basile. Et vous savez ce qui va faire maintenant, le Basile ?
Non, lui dit. Eh ben, il va se tenir à carreau, le Basile. Il va devenir un ange, un petit agneau, voilà. Et surtout, il va se reposer, parce qu'il a fini son boulot. Là-dessus, il nous serre la main à tous les deux et s'en va de sa démarche d'ours. On l'entend renifler à 10 mètres. Par la suite, on est devenus amis. C'était passionnant de l'écouter. Il avait connu plus de 6 internats et appris plein de choses secrètes. Il suffisait de demander. L'assemblée annuelle, Van Vliet, tout ça, c'est par lui que je suis au courant. Je comprends. Et en plus, il avait sans doute lu la lettre. Personne ne peut garder une lettre 3 ans dans ses poches sans succomber à la tentation de la lire. Effectivement, sauf une personne qui ne sait pas lire. Basile ne savait pas lire? Non. Les hommes chevaux ne savent pas lire. Les quoi? Les hommes chevaux. Basile dit bourrin pour se moquer de lui-même. Mais ce sont des hommes chevaux. Je t'expliquerai une autre fois. Bref, ils ne savent pas lire. Dès le premier jour, Basile s'est installé au dernier rang, dans la salle de classe. Et on a vite compris. Les professeurs lui ont fichu la paix. Pauvre garçon. Et il y avait quoi dans l'enveloppe? Une lettre pour Bart. Je m'en doute. Et de qui était cette lettre? Attends un peu. Bart l'a lue aussitôt après, dans les toilettes. Je lui ai tenu la porte. Chez nous, c'est comme chez vous. On ne peut jamais être tranquille. Il est ressorti incroyablement pâle. Ça ne va pas, je lui ai demandé. Qui t'a écrit? Mon père, il a répondu. C'est une lettre de mon père. Je ne savais même pas que j'en avais un. Il me l'a écrite il y a 15 ans. Dans les jours suivants, Bart a changé. Lui, qui n'est pas bavard, s'est mis à interroger plein de camarades, les uns après les autres. Et c'était toujours la même question. Tu te souviens de tes parents? Un autre que lui se serait fait jeter. Mais on ne jette pas Bartholoméo Casal. C'était étrange. Il s'avançait vers des gars à qui il n'avait jamais adressé la parole en 3 ans et leur posait directement cette question. Tu te souviens de tes parents? Le plus souvent, la réponse était non. Mais si quelqu'un répondait oui, alors il l'interrogeait pendant des heures. Pourquoi faire? Pour vérifier quelque chose que son père lui explique dans la lettre. C'est-à-dire, Bart a fini par me le confier. Et c'est justement la chose grave dont je voulais te parler. Vas-y. Nous, comment dire? Nous ne sommes pas des orphelins comme les autres. Pas comme les autres? Non. Nos parents avaient tous quelque chose en commun. Quoi donc? Ils ont tous lutté contre la phalange quand elle a pris le pouvoir. Le cœur d'Hélène se serra. En 17 ans de vie, elle n'avait jamais pu se représenter ses parents d'aucune façon. Elle avait souvent essayé de les imaginer, mais malgré tous ses efforts, ils glissaient de sa mémoire comme un poisson glisse des mains. Entendre quelqu'un les évoquer, même en termes si vagues, paraissait irréel. Il lui sembla que ces deux silhouettes insaisissables depuis toujours, son père et sa mère, lui faisaient de loin, d'infiniment loin, après tout ce temps, un signe affectueux de la main. Elle se serra contre l'épaule de Milos pour se persuader que tout cela existait bien. Le toit sur lequel elle était assise, la nuit pure et froide autour d'elle, et ce garçon tranquille, sur le point de lui révéler des secrets inouïs. Je ne comprends pas. On nous aurait regroupés à cause de nos parents? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts. Au même moment, ou à peu près. Tu veux dire qu'on les aurait... On les a éliminés. Éliminés? Mais qui a fait ça? Milos hésita quelques secondes. Les types de la phalange. Le père de Bart utilise un mot très simple. Il dit que ce sont des barbares. Ils ont pris le pouvoir par la force, il y a un peu plus de 15 ans. Ça s'appelle un coup d'État. Ils ont arrêté et assassiné tous ceux qui ont osé résister. Ils ont effacé leurs traces, interdit qu'on prononce leur nom, détruit leurs œuvres s'ils étaient des artistes. Mais le père de Bartholoméo s'en est tiré, lui, puisqu'il a écrit cette lettre. Il était un des chefs de la résistance, et il a réussi à fuir. Dans la lettre, il écrit qu'il se trouve presque au sommet des montagnes du Nord et qu'il a pu échapper jusque-là aux diables, les hommes chiens de Miles. Mais il dit qu'il n'ira pas plus loin, qu'il est épuisé, que ses pieds sont gelés, et qu'il remet la lettre à un compagnon avec l'espoir qu'elle arrivera un jour dans les mains de Bartholoméo, son fils. Elle aura mis 15 ans, mais elle est arrivée, s'émerveilla Hélène, grâce à Basile. Exact. Et pour finir, continua Milos, le père de Bart explique qu'il a rencontré dans sa fuite une femme extraordinaire, une cantatrice que les gens adoraient et protégeaient. Les barbares n'arrivaient pas à la faire taire. Aussi longtemps qu'elle a pu chanter, ils ont eu peur d'elle, de sa voix. Elle s'appelait Eva Maria Bach, et elle avait une fillette blonde qui lui ressemblait trait pour trait. Milena,
murmura Hélène. Oui, les barbares ont traqué sa mère dans la montagne où elle s'était enfuie avec le père de Barth et une poignée d'autres partisans. Ils ont lâché les hommes chiens sur elle. Hélène frissonna. Mon Dieu, Barth ne va pas raconter ça à Milena, hein? Je ne sais pas. Ils se turent quelques instants, puis Hélène reprit. Tous ces gens-là, je veux dire nos parents, sont morts. Il ne reste plus rien d'eux, alors. Non, rien, dit tristement Milos. Il ne reste rien d'eux. Puis il ajouta très bas, sauf nous. Sa voix résonna étrangement à travers l'air translucide de la nuit. Il leur sembla qu'ils étaient en cet instant perchés côte à côte sur ce toit d'ardoise, les survivants d'un malheur ancien et terrible, deux oiseaux fragiles et miraculés. J'ai toujours su que Milena n'était pas une fille ordinaire, dit Hélène en souriant, qu'il y avait au fond de sa personne un secret qui nous dépassait toutes, un pouvoir singulier. Il suffit de l'entendre chanter pour le comprendre. Bartholoméo n'est pas un garçon ordinaire non plus, dit Milos. Ces deux-là devaient forcément se rencontrer. Tu te rappelles le soir où nous nous sommes croisés sur les pentes de la colline? Ils ne se quittaient pas des yeux. Comme on rentrait à l'internat, Barth s'est arrêté net au milieu du pont et il m'a dit « Tu as entendu? Elle s'appelle Milena. C'est elle. » J'ai compris aussitôt que plus rien ne l'empêcherait de la rejoindre, même pas l'idée d'envoyer un camarade innocent au cachot. C'était plus fort que tout. On n'a pas eu besoin de se parler davantage. Il m'a juste embrassé et il est parti. Il s'est retourné un peu plus loin et m'a lancé « On se reverra, Milos, on se reverra, ailleurs. On se retrouvera tous, les vivants et les morts. » Et il a disparu. Je me suis retrouvé couillon, tout seul sur ce pont, exactement comme toi, quelques heures plus tard. Ils ne reviendront plus alors? Ils ne reviendront plus. Et Katharina dans son cachot, on ne va pas la laisser mourir. Tu as raison, il faut la tirer de là cette nuit même. Avec l'assemblée annuelle et ce qui s'est passé, la surveillance est sûrement très relâchée. Mais il doit y avoir un garçon au cachot chez vous aussi. Milos fourragea les deux mains dans ses cheveux, puis soupira profondément. Il y avait, mais il n'y a plus. Comment ça, on l'a libéré? Écoute-moi, il arrivait une chose terrible. Quand on a quitté l'internat, Barth et moi, la semaine dernière, pour que j'aille voir ma consoleuse, le surveillant a désigné sur la liste un garçon qui serait puni à notre place, au cas où on ne rentrerait pas. Et, tu me croiras si tu veux, il a choisi Basile. Le pauvre bougre s'est retrouvé au cachot sans avoir rien fait de mal pour une fois. Lui qui voulait se tenir tranquille et se reposer, il y est resté 5 jours et 5 nuits. Et jeudi matin, j'ai vu 2 hommes qui transportaient son corps inerte sur une civière. Son crâne était enfoncé, le sang coagulé couvrait son visage et ses épaules. Ils l'ont chargé dans une voiture et emporté je ne sais pas où. Je pense qu'il n'a pas supporté l'idée d'être puni injustement, qu'il est devenu fou de rage dans son trou et qu'il s'est jeté contre la porte pour se tuer. Voilà ce que je pense. La voix de Milos se brisa. Hélène se tourna vers lui et trouva que ses yeux brillaient beaucoup pour un garçon primaire. On y va, se secoua-t-il. Il faut aller chercher Katharina, avant qu'elle ne devienne folle elle aussi. Viens. Ils abandonnèrent la corde sur le toit et franchirent à nouveau la lucarne. Au bout du grenier, la serrure de la porte ne résista pas longtemps au couteau de Milos. Ils descendirent l'escalier et entrèrent dans la salle de réunion. Elle était telle qu'on l'avait laissée 1 heure plus tôt, éclairée et déserte. Le putois, rassasié et ivre-mort, s'était effondré, assis au pied du mur, la bouche ouverte. Un avion aurait pu s'écraser dans la pièce sans le réveiller. En découvrant de près le buffet à peine entamé par le vieil ivrogne, Milos faillit tourner de l'œil. « Oh, les cochons! Regarde! De la terrine, du jambon, du pâté de campagne, des tartes aux pommes, des chocolats !» gémit Hélène. Ils se jetèrent sur les victuailles et dévorèrent tout ce qui leur tombait sous la main, puis ils se servirent sans scrupule et bourrèrent leurs poches de pain, de fromage et de gâteaux secs. Les portes étaient toutes restées ouvertes après la fuite éperdue des convives. Ils les poussèrent les unes après les autres et parvinrent sans peine au rez-de-chaussée. Ils suivirent dans l'obscurité le couloir qui courait sur toute la longueur du bâtiment. Milos n'alluma sa torche que dans le réfectoire, certain que personne ne pourrait les surprendre ici à cette heure. La petite porte du fond était entr'ouverte. Milos s'engagea le premier dans l'escalier. « Attention, ça glisse !» chuchota Hélène. « Accroche-toi à mes épaules !» répondit le garçon. « Tu dis que c'est sous la cave ? Oui, continue, il faut descendre tout au fond. » Après quelques mètres, un espace s'ouvrait sur la droite. Milos le balaya de sa torche, ne vit rien et continua la descente. En suivant la galerie de terre, sur les pas de son compagnon, Hélène sentit son cœur battre à tout rompre. Dans quel état trouverait-il la petite Katharina ?
Comment aurait-elle survécu là où un dur à cuire comme Basile avait perdu la tête? Comment avait-il pu l'abandonner une semaine entière, seule, dans le cauchemar de ce cachot? La honte et l'angoisse la submergèrent. C'est ouvert, s'exclama Milos incrédule. Hélène, regarde, la porte est grande ouverte. La jeune fille le rejoignit, lui arracha la torche des mains. Si on avait laissé la porte ouverte, c'était peut-être parce que Katharina ne pouvait plus s'enfuir. Peut-être qu'elle aussi. Elle balaya le cachot avec le faisceau de la lampe. Il était vide. Elle n'est plus là. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'elle? Viens, trancha Milos. Il ne faut pas traîner ici. Ils firent demi-tour, perplexes, ne sachant s'il fallait se réjouir ou s'inquiéter de la disparition de Katharina. Ils allaient commencer l'ascension quand Milos pila si brusquement qu'Hélène buta sur lui. Assise sur une marche, au-dessus d'eux, se tenait la petite Katharina Pansec, recroquevillée dans son manteau. Elle leur souriait. « Hélène, Hélène, je suis contente de te voir. » Hélène se précipita et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient brûlantes. Ses cheveux collaient à son front. Elle sentait la terre. « Katharina, qu'est-ce que tu fais là? Tu grelottes. Qui t'a libérée? »« Thérèse, » répondit la jeune fille. « C'est Thérèse. Vous voulez voir le ciel ?» Hélène réalisa que, tout à sa surprise de trouver le cachot vide, elle avait complètement oublié de regarder sur la poutre ce dessin fabuleux qu'on rêvait de voir autant qu'on le redoutait. Oui, j'aimerais bien. Il existe vraiment ce ciel? Bien sûr. Et il est beau, je vais vous le montrer. Mais aidez-moi, mes jambes ne me portent pas. Ils la prirent sous les bras, et tous les trois revinrent à pas lents vers le cachot. Milos éclaira la poutre, et ils regardèrent en silence. Le bleu du ciel était intense sous la lumière de la torche. Les nuages blancs se bousculaient, chassés par le vent. Un grand oiseau, gris, virait, les ailes déployées. Ils l'entendirent pousser son cri. « Je ne savais pas qu'il y avait… » « Un oiseau, chuchota Hélène, très impressionnée. « Il n'y en avait pas tout à l'heure, dit Katharina. Il n'y était pas quand j'étais dedans. Il vient d'apparaître. Ça veut dire que l'oiseau, c'est moi, et l'oiseau s'est envolé. Tu es sûre, balbutia Hélène. Mon père était mathématicien, répondit Katharina. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mon père était mathématicien. C'est Thérèse qui me l'a dit. Fichons le camp, souffla Milos à l'oreille d'Hélène. Elle a de la fièvre, elle claque des dents. D'accord. Mais où l'emmener? Je veux aller chez ma consoleuse, balbutia Katharina.